L'histoire commence dans un monde pré-apocalyptique. Une alerte retentit dans la supérette, demandant à chacun de faire preuve de compréhension en prenant les articles. Les gens ignorent l'ordre et se ruent dans le magasin, prenant tout ce qu'ils peuvent. De la nourriture est jetée et les étagères commencent à tomber. Le garçon à lunettes que nous venons de voir est notre protagoniste. Cheol Sukang. Il se fait coincer entre les gens qui tentent de récupérer au moins une boisson. Le magasin continue de demander la compréhension des clients, mais dans un tel état, les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Le protagoniste parvient à saisir quelques articles et se cache derrière l'étagère vide. Soudain, il entend la voix d'un enfant appelant désespérément sa grand-mère. Le monde pré-apocalyptique a fait perdre aux gens le peu de dignité qui leur restait. Ils frappaient n'importe qui pour voler autant de nourriture que possible. Durant les 3 derniers mois, les gens ont dû se préparer pour le commencement de l'apocalypse. Le scénario change et nous ramène dans le passé. Et maintenant nous allons comprendre comment toute cette catastrophe a eu lieu. Tout a commencé avec une nouvelle dont personne ne se souciait, il y a 3 mois. Certains sites web ont commencé à parler d'un astéroïde appelé X1 Rama. Les astronomes ont révélé qu'il y avait une chance que Rama passe dangereusement près de la Terre après son entrée dans le système solaire. Dès que cette nouvelle a été publiée, le protagoniste s'y est intéressé. Sa collègue était inquiète car il faisait des heures supplémentaires tous les jours. Un employé lui a dit qu'il avait entendu dire que le protagoniste avait divorcé. C'est probablement la raison pour laquelle il passe plus de temps au travail qu'à la maison. La femme est encore plus inquiète, mais on lui conseille de laisser Shilsu tranquille. À cette époque, la nouvelle que Rama n'était qu'un simple morceau de roche flottant dans l'espace s'est répandue. Seuls les astronomes s'inquiétaient. Rama a été largement ignoré par le grand public. Quelques semaines plus tard, l'astéroïde a changé de cap en direction de la Terre après son entrée dans le système solaire. Et la télévision a finalement commencé à en parler. Le protagoniste a appris la nouvelle, en compagnie de ses collègues dans une supérette. Le journaliste annonce que la Conférence internationale pour le développement spatial a l'intention de dévier la trajectoire de l'astéroïde à l'aide de missiles. Un ingénieur thermonucléaire du nom de Taku Kim est invité pour expliquer la situation. L'homme remercie pour l'invitation. Shilsu regarde fixement la télévision. Takyung explique qu'à cet instant, un immense rocher de plus de 160 km de diamètre s'approche de la Terre à une vitesse de 17,5 km par seconde. Le journaliste lui demande de mieux détailler pour que les gens comprennent, l'ingénieur accepte et dit qu'à la vitesse à laquelle l'astéroïde se déplace, il pourrait entrer en collision avec la Terre en seulement 6 heures. Takyung fait une démonstration en jetant sa tasse de café contre celle du présentateur. La tasse heurtée se brise et l'ingénieur précise que la Terre sera en morceaux si l'astéroïde entre en collision avec elle. Même les bunkers ne pourront pas les sauver. La femme a l'air effrayée. Pour ne rien arranger, l'ingénieur dit que même s'ils essaient de faire quelque chose maintenant, il est impossible d'empêcher la collision. Takyung ajoute que la conférence internationale sur le développement spatial sème de faux espoirs dans l'esprit des gens. Il est impossible que ces missiles dévient la trajectoire de Rama. Les collègues du protagoniste sont un peu inquiets de cette information. Les experts en astéroïdes semblent avoir baissé les bras. Sur Internet, les gens commentent que la fin du monde est proche. Le collègue demande s'il pense que cela va vraiment arriver. L'un des employés répond qu'il a l'intention de retourner auprès de sa famille si une telle chose se produit. La jeune femme demande alors à Seol-su s'il s'inquiète aussi pour ses parents. Le protagoniste répond froidement que ses parents sont décédés il y a quelques mois. Pendant ce temps, l'interview de Takyung continue. Et il dit que le monde aurait une chance de ne pas être affecté si l'astéroïde avait été découvert il y a au moins 1 an. Après quelques semaines, Rama continuait son voyage vers la Terre. Le président de la conférence internationale sur le développement spatial a été contraint de faire une nouvelle annonce. Il a réaffirmé que le plan consistant à tirer simultanément tous les milliers de missiles dans l'espace tenait toujours. L'objectif est de modifier la trajectoire de l'astéroïde avec l'impact des explosions. Le président a confiance dans le plan de son organisation et rassure la population, en affirmant que cette crise passera. Les autres pays ont soutenu l'idée de ce président, non pas parce qu'il lui faisait confiance, mais parce qu'il n'avait pas d'autre option. Certains fidèles de l'Église pensaient différemment de la science. Les arguments étaient que l'astéroïde se dirigeait vers la Terre à cause de ses péchés. Par conséquent,
tout le monde devrait accepter le jugement final. Sur certaines pancartes, il était écrit que cet astéroïde était une bénédiction envoyée du ciel. Le protagoniste observait depuis la voiture. Les passants s'inquiétaient des nouvelles. Après si longtemps, il commençait à s'inquiéter. Mais il n'y avait plus rien à faire. Le président Daniel avait promis qu'il pourrait arrêter Rama, afin qu'il puisse dormir paisiblement, mais depuis ce jour, tout a empiré. Maintenant, les gens se battent pour la nourriture et l'eau. La scène revient au moment présent. Exactement 3 mois après l'annonce de l'astéroïde, le protagoniste s'approche de la dame, allongée sur le sol du magasin, et lui offre quelques provisions qu'il a prises. Soudain, il est frappé à la tête par des gens qui sortaient en courant du magasin. Kyu-so finit par être piétiné. Il regarde ses articles étalés sur le sol. Et voit la dame qu'il a aidée plus tôt. Elle n'a pas pensé à l'aider. En fait, elle a volé toutes ses provisions et s'est enfuie. Le protagoniste est laissé seul à l'intérieur du magasin. Il n'arrivait pas à croire à la méchanceté des gens à ce moment-là. Quelques canettes de boisson qui avaient été laissées derrière lui heurtent son pied. Kyu-so se relève avec le soda à la main et laisse l'argent dans la caisse enregistreuse. Il refusait de voler, même dans cette situation, parce qu'il ne pensait pas que c'était juste. Le garçon a quitté le magasin. Et dès qu'il a mis un pied dehors, il a pu voir de ses propres yeux les missiles de la conférence s'être tirés. Le ciel a complètement changé de couleur. Au début, le monde avait de l'espoir, mais ce jour-là, ils ont ressenti des doutes. Plusieurs débris ont commencé à voler au-dessus des passants après le lancement des missiles. Le protagoniste est rentré chez lui avec la certitude qu'il n'aurait pas un autre jour. Finalement, l'humanité a été incapable de dévier la trajectoire de l'astéroïde. Kyu-so a décidé de jeter un œil à son album photo avant que tout ne soit terminé. Il s'est souvenu des moments heureux avec sa famille. Quand il a fermé l'album, une photo de sa remise de diplôme est tombée. Le protagoniste regarde le balcon de l'appartement et prend sa boisson. Il s'y dirige et ouvre la canette. Quelques bâtiments aux alentours commencent à s'effondrer. Le feu se propage rapidement. Il reste quelques secondes avant que Raman entre en contact avec la Terre. À ce moment-là, le protagoniste lève la canette de boisson vers le ciel et trinque à la santé. Après cela, l'astéroïde frappe la Terre et tout devient noir. Kyozu sent une lumière sur son visage et ouvre les yeux, effrayé. Il se retrouve dans sa chambre, avec les livres scolaires éparpillés et l'uniforme d'école parfaitement suspendu. Le protagoniste sort du lit, en se répétant qu'il est certain que le monde a pris fin. Dès qu'il regarde sur le côté, il trouve un miroir. Kiyosukan était un employé de bureau ordinaire lorsqu'il a été éliminé en même temps que l'humanité. Lorsque l'astéroïde Rama est entré en collision avec la Terre, mais maintenant il est redevenu lui-même à l'âge de 13 ans. Le protagoniste met du temps à comprendre ce qui s'est passé. Sa chambre d'enfant est exactement la même. Si bien que Kyu a l'impression de vivre un flashback, ou du moins de voir le film de sa vie se dérouler sous ses yeux. Pour s'assurer que tout est réel, le protagoniste touche l'ordinateur et quelques livres. Voulant se convaincre que c'est un rêve, il commence à avoir des sueurs froides. Car il se rend compte qu'il connaît tout ce matériel. Le garçon s'assied sur la chaise en essayant de reprendre son souffle. Tous les objets de cette pièce sont encore vifs dans sa mémoire. Shilsu a soudain une idée et allume l'ordinateur. Il fait des recherches sur l'astéroïde X1 Rama. Mais il ne trouve aucun résultat. Le protagoniste cherche tout ce qui est lié à l'astéroïde et ne trouve toujours rien. Il essaie de se calmer et finit par envisager la possibilité d'être retourné dans le temps. Mais cette idée lui paraît insensée, et il pense qu'il a peut-être été capturé par des extraterrestres. Peut-être que son ADN a été prélevé et qu'ils ont créé un clone de lui-même. Pour le protagoniste, il est logique que les extraterrestres aient volé ses souvenirs et recréé sa chambre. À ce moment, il lève les yeux et demande si quelqu'un l'observe. Il n'y a pas de réponse, et Shilsu pense à une autre possibilité. Maintenant, il croit avoir été envoyé dans un monde parallèle. Le garçon imagine 1 million de théories qui expliquent son retour dans le temps, mais il arrive à la conclusion qu'il est peut-être revenu sans aucune explication. Au début, le protagoniste pensait que cette catastrophe aurait pu être un rêve. Mais les souvenirs de ces derniers instants semblaient si réels qu'il écarte cette hypothèse. Kyosuke ne sait plus quoi penser et se met à pleurer. Au même instant, quelqu'un ouvre la porte de la chambre et une voix de femme demande s'il est réveillé. Le protagoniste dévisage la femme qui demande pourquoi la chambre est en désordre. Elle ramasse les livres par terre
Et elle aussi reste paralysée sur place. Il pensait ne plus jamais revoir sa mère. La femme attire son attention et semble inquiète lorsqu'il n'entend aucune réponse. Soudain, le protagoniste court et la serre dans ses bras. La mère lui demande s'il a fait des cauchemars. Le père s'approche, inquiet à ce moment-là. Le protagoniste se fiche de savoir si c'est un clone ou si ce n'est qu'un rêve. Il voulait juste revivre les souvenirs qu'il avait avec ses parents. Son père l'a également serré dans ses bras, promettant que tout irait bien. Quelques heures plus tard, Kyosuke attend ses parents, devant le Musée national des sciences. Le père crie qu'il a eu les billets. Le protagoniste a rejeté l'idée d'avoir été enlevé par des extraterrestres. Après la rencontre avec ses parents, car il se souvient qu'ils ont été incinérés, et qu'il n'y aurait aucun moyen de reconstituer un clone sans leur ADN. Chulsu n'est pas sûr de la façon dont il est retourné dans le passé, mais il décide d'en profiter. Le garçon entre alors dans le musée avec ses parents et observe attentivement des maquettes de planètes, tout en essayant de comprendre pourquoi il a été le seul choisi pour retourner dans le passé. Kyosuke remarque les portraits de certains physiciens et se demande pourquoi quelqu'un de plus qualifié n'a pas eu cette chance. Il est certain que ces personnes auraient eu une meilleure chance d'empêcher Rama d'atteindre la Terre. Rien qu'en se souvenant de cet horrible incident, le protagoniste ressent une profonde tristesse. Les parents réalisent qu'il était découragé en regardant certains portraits, mais qu'il soulève la tête lorsqu'une lumière vive apparaît devant ses yeux. Il regarde devant lui et trouve une maquette parfaite de la Terre. Le protagoniste réalise qu'il n'a pas beaucoup de temps à perdre car lorsqu'il avait 13 ans, l'astéroïde Rama voyageait déjà vers la Terre. La différence était que personne ne le savait à l'époque. Et ils n'ont découvert l'existence de cet astéroïde que 3 mois avant que toute cette catastrophe n'arrive. Les parents regardent la maquette de la Terre exposée et sont ravis. Kyosuke réalise qu'il est le seul à savoir ce qui se passera dans le futur. Mais malheureusement, il n'a aucune solution en tête. Le garçon touche la maquette de la Terre, tout en se demandant ce qu'il devrait faire à ce moment-là. Sa mère s'approche et lui demande s'il aime la Terre. Il est effrayé, et son père sort son téléphone portable, disant que c'est un excellent moment pour prendre une photo. La mère appelle le protagoniste pour qu'il se rapproche, afin que la maquette de la Terre apparaisse sur la photo. Il a accepté et a regardé son père. À ce moment-là, le journaliste à la télévision commence à parler des planètes. Soudain, la mémoire de Kyosuke retourne dans le passé et il se souvient de cet ingénieur, disant que tout aurait été différent si les gens avaient su pour l'astéroïde au moins 1 an à l'avance. Avant, ce souvenir met le protagoniste en alerte. Le père attire alors son attention et lui dit de sourire pour la photo. Kiyoshi réalise qu'il pourrait vraiment y avoir une solution pour arrêter cet astéroïde. 1 mois s'est écoulé depuis. Le protagoniste est retourné dans son passé, il est maintenant entré au lycée Eizan. La professeure entre dans la salle et souhaite la bienvenue au nouveau. Elle se présente comme étant Yura. Le protagoniste a quelques souvenirs de cette professeure et de ses camarades de classe, puisqu'il est retourné dans le temps. Ses souvenirs sont un peu confus, alors d'anciens souvenirs lui reviennent à l'esprit à certains moments. De plus, dans certaines conversations avec ses parents, le protagoniste a l'impression qu'ils en ont déjà parlé. À ce moment-là, la professeure Yura décide de faire une activité, pour que tous les élèves puissent apprendre à se connaître. Elle explique qu'elle va appeler un élève, et qu'il devra se présenter. Le premier à être appelé est Chilsu. Le protagoniste fait face à tous les élèves. Yura dit qu'il peut dire ce qu'il veut devenir plus tard. Toute l'attention est portée sur le garçon. Il devient pensif à ce sujet et se souvient que dans sa vie passée, il avait un rêve depuis qu'il était enfant, mais maintenant qu'il sait ce qui se passera dans le futur, son rêve a changé. À ce moment-là, le protagoniste regarde toute la classe et dit qu'il rêve de devenir astrophysicien. Yura le félicite et lui demande s'il a l'intention d'étudier quelque chose de spécifique. Kyosuke n'arrive pas à se défaire de ses mauvais souvenirs. Alors il répond qu'il veut détecter à l'avance les astéroïdes qui s'approchent de la Terre et les détruire à temps. Les élèves le regardent avec des yeux surpris. Il continue également de dire qu'il veut prédire la trajectoire d'un astéroïde pour sauver le monde. Yura répond que les chances qu'un astéroïde frappe la Terre sont minimes. Le protagoniste dit que cela peut quand même arriver. Certains élèves commencent à chuchoter qu'il est fou et qu'il a dû regarder beaucoup de films. D'autres disent qu'il est impossible qu'un astéroïde frappe la Terre. Kyosuke s'attendait déjà à cette réaction. La professeure essaie de faire taire tout le monde. Soudain, un
Un élève se lève et crie que la technologie est incroyable. Kilsu est surpris car il ne s'attendait au soutien de personne à ce moment-là. L'élève qui était d'accord avec ses idées s'est approché de lui, le garçon touche la main du protagoniste et dit qu'il veut lui aussi étudier la technologie. La professeure Yura dit à Taku Kim de ne pas déranger son camarade. Kilsu reconnaît rapidement le nom du garçon qui s'est approché de lui, il a un bref souvenir du passé. Cet ingénieur incroyable qui passait sur toutes les chaînes de télévision, parlant de l'astéroïde, se trouvait juste devant lui. Le protagoniste ne s'attendait pas à retrouver Taku dans son passé, surtout en train d'étudier dans la même classe que lui. La professeure continue d'essayer de faire retourner Taku à sa place. Mais le garçon est tellement excité de savoir qu'il y a quelqu'un comme lui, qu'il se met à crier que la technologie est la tour du savoir. Taku fait tourner le protagoniste tout en disant que l'histoire et les possibilités futures dépendent de la technologie. Un silence s'installe dans toute la pièce. Kilsu lui demande s'il comprend. Taku répond qu'il comprend. Que le protagoniste veut se préparer à quelque chose qui pourrait ne jamais arriver car les chances sont minimes. Mais que même ainsi, il veut être préparé, et c'est pour ça qu'il aime la technologie. Le garçon ajoute que le protagoniste utilise la technologie sans même s'en rendre compte. La professeure intervient dans la conversation et dit que son concept est très difficile à comprendre. Taku répond que ce n'est pas difficile du tout, et est prêt à l'expliquer, mais Kilsu l'interrompt et lui demande comment il veut utiliser la technologie. Le garçon répond avec enthousiasme qu'il veut utiliser la théorie des supercordes. Puis fait un mouvement d'enroulement. Taku s'emballe. Tandis que le protagoniste a l'air sérieux et dit qu'il veut étudier les fusées. Après que tous les élèves se sont présentés, Taku demande pourquoi le protagoniste n'étudie pas la théorie des supercordes. Le plan de Kilsu est de développer un moteur de fusée assez puissant pour changer la trajectoire d'un astéroïde. Maintenant, il réfléchit à un moyen d'inclure Taku dans le plan, mais d'abord, le protagoniste répond que le problème avec la théorie des supercordes est qu'elle est difficile à prouver par des expériences réelles. Il n'aime pas non plus travailler avec des théories. Takyung crie que la théorie est ce qu'il y a de mieux. Kilsu dessine une fusée dans son carnet, tout en expliquant qu'il préfère travailler sur des expériences concrètes. Takyung regarde attentivement la feuille pendant que le protagoniste essaie de le convaincre d'étudier les moteurs de fusée. Le garçon semble aimer le sujet et demande s'il pense au système de propulsion de la fusée. Kilsu répond que oui, mais que la technologie de propulsion actuelle n'est pas suffisante pour dévier un astéroïde, c'est pourquoi il serait plus intéressant de créer un moteur thermonucléaire. Takyung prend le carnet de croquis et demande s'il pense à un moteur thermonucléaire à noyau liquide. Pour le garçon, cette idée est presque impossible car les scientifiques actuels n'ont même pas fait de progrès avec la technologie à noyau solide, mais il aime l'idée. Demande quelle sera la vitesse de la fusée si cette technologie fonctionne. L'autre répond qu'il n'a pas encore fait de calcul, mais que la poussée sera plus nécessaire que la vitesse. Takyung suppose qu'il a au moins une estimation, et le protagoniste répond en tremblant qu'il s'attend à 10% de la vitesse de la lumière. Le garçon le regarde, puis vérifie à nouveau le carnet, et s'écrie avec enthousiasme que ça, c'est de la technologie. Il demande la permission d'étudier son idée. Ses yeux brillent même, dans l'attente d'une réponse positive. De son côté, le protagoniste essaie toujours de comprendre de quelle technologie Takyung parle. Malgré tout, il accepte l'aide du futur ingénieur thermonucléaire. 20 ans passent, et la scène nous transporte dans une maison en désordre. La voix à la télévision annonce que la contre-mesure contre Rama a échoué. Kilsu et Takyung écoutent la conférence sur le développement spatial. Annoncer la fin du monde. La contre-mesure mentionnée précédemment contre l'astéroïde Rama consistait à utiliser une propulsion de fusée pour changer la trajectoire de l'astéroïde. À ce moment-là, le protagoniste regarde Takyung et lui demande s'il n'avait pas dit que tout se passait bien. Le journaliste explique à la télévision que le plan a été considéré comme irréalisable en raison des limites technologiques. De plus, le scientifique en chef du projet, nommé Takyung Kim, a assumé la responsabilité de cet échec et a quitté son poste. Takyung éclate de rire en apprenant la nouvelle. Son renvoi à la télévision. Le journaliste termine le journal en disant que désormais, la conférence internationale sur le développement spatial utilisera des missiles en dernier recours.
Le protagoniste regarde son compagnon et perçoit sa tentative de dissimuler la frustration derrière ses rires. Tak-young change de chaîne de télévision tout en disant au protagoniste qu'aucun des experts ne croit à ses déclarations, à part lui. Shil-su a été la première personne à découvrir l'astéroïde Xoma et a même donné quelques interviews. Mais ce n'était pas assez convaincant. Dès qu'il a quitté l'université, le protagoniste est devenu astronome et a découvert l'astéroïde 3 ans plus tôt. Ses calculs étaient précis et il a prévenu le monde des conséquences si Rama venait à percuter la Terre, mais ça n'a pas suffi à attirer l'attention des gens. Tak-young ajoute que pour le monde, Shil-su n'était qu'un astronome parmi d'autres qui est apparu à la télévision. Et a dit que l'astéroïde était une menace. Les gens l'ont ignoré et ont pensé que le protagoniste voulait juste leur soutirer de l'argent. Tak-young dit qu'il vit avec lui depuis de nombreuses années. Et c'est que le garçon ne ferait jamais ça, mais il comprend que pour tout le monde. C'est fou d'entendre qu'un bout de rocher qui était très loin allait s'écraser sur la Terre. Le gouvernement ne s'est pas non plus soucié de ces informations. Maintenant qu'ils n'ont plus rien à faire. Ils ont simplement baissé les bras. Ils ont réalisé qu'ils auraient dû croire le protagoniste. Et que maintenant il était trop tard. Shil-su écoute en silence les plaintes de son ami. Tak-young continue en disant que le gouvernement a dû recourir à une solution vouée à l'échec. Appelée le lancement de missiles. Shil-su demande si son ami ne travaillait pas sur le moteur de la fusée. Tak-young répond que les autres experts ont refusé de coopérer. Ils ont ignoré ses instructions sur la façon de construire les pièces, et les directeurs n'étaient impliqués que parce qu'ils voulaient gagner en influence politique. C'est pourquoi Tak-young n'a pas pu terminer le moteur. Le protagoniste demande à voix haute. Pourquoi ne lui a-t-il pas dit plus tôt qu'il avait ses problèmes? Son ami essaie de trouver des excuses. Mais admet qu'il n'a rien dit à cause de sa propre fierté. Shil-su, en colère, demande s'il a caché la seule chance de survie par fierté. Tak-young crie que c'était très important pour lui de terminer ce projet. Il voulait montrer au public et à son meilleur ami qu'il pouvait le faire, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il le pensait. Le protagoniste met sa main sur son visage. Essayant de retenir ses larmes, Tak-young continue de dire que ce n'était pas facile. Shil-su répond que ça aurait été un peu plus facile sans sa fierté. Il retire ses lunettes et essuie ses larmes en disant qu'il est sûr que Tak-young a pris ça pour un jeu parce que c'est ce genre de personne. Tak-young lui demande s'il le savait déjà. Alors le protagoniste répond qu'il savait depuis le début que il ne prendrait pas le projet au sérieux, mais qu'il a quand même décidé de lui faire confiance. Shil-su quitte l'appartement et claque la porte. Tak-young se sent mieux quand il dit la vérité au protagoniste. À ce moment-là, Kyeol-su commence à errer dans les rues et tombe sur des personnes religieuses faisant la même manifestation que dans sa vie antérieure. Le garçon s'en veut d'avoir échoué, alors même qu'il savait ce qui allait se passer. Il regrette d'avoir gâché cette seconde chance, mais ensuite, il se souvient qu'il pourra retourner dans le passé une fois de plus après la fin du monde. Il espère avoir à nouveau cette chance après y avoir réfléchi. Le protagoniste achète sa boisson et rentre chez lui. Il souhaite la santé. Et Rama frappe la terre pour la deuxième fois. Kiels se réveille une fois de plus dans son corps de 13 ans. Il vérifie le calendrier et se rend compte que cette fois, il a été renvoyé à une date différente de la première. Il est maintenant revenu 2 mois plus tôt. Cela signifie que il ne retournera pas toujours au même point de départ. Quelques jours plus tard, Kiel s'est allé à l'école et était isolé des autres élèves. Yura se rend compte que le garçon est concentré sur ses livres. Elle aime voir le protagoniste étudier, mais elle se sent aussi mal de le voir sans amis. Tak-young s'amuse avec ses camarades de classe quand soudain son attention est attirée par le protagoniste. Il s'approche petit à petit. Pendant ce temps, il essaie aussi de se souvenir de ce qu'il a étudié dans sa vie antérieure, mais malheureusement, il ne se souvient de rien en astronomie. Pour ne rien arranger, il devra tout réapprendre sur les moteurs de fusée en partant de zéro. Le protagoniste repense un peu au passé et sent qu'il a été un astronome irresponsable. Car il avait prévenu de l'astéroïde 3 ans auparavant, et après ça, il n'a rien fait de constructif pour aider à arrêter l'astéroïde. Il s'en veut principalement d'être resté les bras croisés pendant que le fardeau d'arrêter l'astéroïde reposait uniquement sur les épaules de Tak-young. À ce moment, Kyozu se concentre sur ses études et cherche une solution qui puisse modifier la trajectoire de l'astéroïde. Soudain, une voix lui demande comment avance sa technologie. Le protagoniste est surpris par Tak-young et répond qu'il mémorise des formules de conversion. Tak-young dit que cela deviendra naturel.
s'il se contente de comprendre la technologie. Le protagoniste répond qu'il veut juste les mémoriser pour les utiliser immédiatement. Takyung continue de soutenir l'idée qu'il est possible d'écrire les formules sans les mémoriser. S'il comprend la technologie, Kyozu songe à le contredire. Mais c'est qu'il perdra du temps et décide de laisser tomber. L'humeur de Takyung change lorsqu'il remarque des livres universitaires sur le bureau du protagoniste. Kyozu lui demande de le laisser tranquille, après quoi les deux s'éloignent. Un mois plus tard, le cours se termine et les étudiants commencent à se disperser vers la cafétéria. Le protagoniste s'apprête à partir quand il entend Takyung se faire féliciter pour avoir rejoint l'équipe professionnelle de Mooncraft. Kyozu entend son camarade se vanter d'avoir reçu plusieurs offres d'équipes professionnelles. Pour l'instant, Takyung n'est qu'un stagiaire dans le jeu. Mais il a l'intention de devenir le capitaine de l'équipe à l'avenir. Quelques minutes plus tard, le protagoniste parvient à aborder Takyung après le départ de ses amis. Il demande si ce type n'avait pas dit que son rêve était de lancer des fusées. Takyung répond que son rêve a également changé. Après avoir dit cela, il le laisse seul. Quelque temps plus tard, les étudiants retournent en classe et le professeur les prévient qu'aujourd'hui, ils vont étudier les changements de la matière dans les réactions chimiques. Takyung se sent somnolent avec ce sujet. Le protagoniste n'aime pas la personnalité que ce type a dans cette nouvelle vie. Le cours se termine. Et Kyozu ne peut s'empêcher de penser que Takyung est toujours le même. Irresponsable comme toujours. Il décide que dans cette vie, il ne comptera sur l'aide de personne pour arrêter cet astéroïde. Car il va le faire seul. 20 ans passent, la scène change pour une salle de test de fusée. Une voix avertit les ingénieurs de retourner à leur poste car le test d'allumage du moteur va commencer. Les professionnels reviennent et donnent le feu vert pour le début du test. Les experts disent que tout est en parfait état pour commencer. Une femme blonde prend une profonde inspiration et dit qu'elle est sûre que cela fonctionnera. Puis elle appelle le protagoniste chef d'équipe et demande si elle peut démarrer le moteur maintenant. Kyozu répond oui. La jeune femme regarde droit devant elle et commence le compte à rebours. Quand elle arrive à la dernière seconde, elle dit d'enclencher l'allumage. Le test a été exécuté avec succès. Tous les ingénieurs célèbrent. La jeune femme est aussi heureuse et se rend compte que l'expression du protagoniste n'a pas changé. Elle lui demande s'il n'est pas content du résultat. Kyozu répond qu'il est content. La femme dit que si c'était elle, elle serait aux anges. Après tout, son moteur de fusée pour l'exploration de Mars vient d'être mis en marche. Le protagoniste répond que ce n'est pas encore le moment de célébrer car il y a beaucoup de travail à venir. Même ce test doit être répété plusieurs fois pour en être sûr. La femme se plaint de lui, pensant au travail futur et ne célébrant pas le succès d'aujourd'hui. Elle rit même, demandant si Kyozu pensait déjà à un plan d'exploration sur Mars. La femme voulait juste une pause après le test. Mais le protagoniste confirme qu'il a l'intention de mettre son plan d'exploration en pratique. Et a même demandé les spécifications dont il a besoin. Kyozu veut profiter de tout le temps dont il dispose pour faire le test sur le terrain, avant que le X1 Rama ne soit détecté. À ce moment-là, il se lève et appelle la jeune femme par son nom, Audrey, puis lui demande d'envoyer les résultats d'aujourd'hui à la commission d'exploration de Mars. Audrey essaie de dire quelque chose, mais le protagoniste quitte la salle de test sans se retourner. Elle est triste car elle pensait aller voir une comédie musicale avec Kyozu après le résultat positif du test, mais elle n'a même pas pu lui donner les billets parce qu'il ne pense qu'au travail. Pendant ce temps, Kyozu quitte la base de test et rencontre le directeur. L'homme le félicite pour le succès du test. Le protagoniste ne peut que penser que ce patron, Smilov, a gâché toute la création du moteur. Sans lui, le développement du moteur aurait été terminé 1 an plus tôt. C'est le patron typique, avide et incompétent. À ce moment-là, Smilov demande au protagoniste d'attendre qu'il passe un appel. Kyozu demande si l'affaire est urgente, car il est impatient de partir. Le patron répond que c'est un peu important. Apparemment, il y a un astéroïde qui pourrait passer près de la Terre. Le protagoniste écarquille les yeux en entendant cela. Il se rend compte que cette fois-ci, les experts l'ont découvert avant qu'ils ne le lui disent. Kyozu demande alors s'il y a déjà une équipe qui met en place un groupe de travail. Le patron répond que oui. Et il demande qui en sera le chef. Milav réfléchit un instant et dit qu'il a choisi Charlotte parce qu'elle travaille déjà sur les astéroïdes. À ce moment-là, un silence s'installe. Le patron sait que le protagoniste voulait diriger
Mais il pense que Charlotte est la meilleure dans ce cas, car elle est l'experte dans le domaine. Le protagoniste peut donc continuer à la base d'essai. Kilsu supplie le patron de l'écouter. Il dit que l'équipe du groupe de travail a aussi besoin d'un spécialiste des moteurs. Le jeune homme montre des documents de recherche et demande à Milav d'y jeter un œil. Selon les recherches, il y a au moins 10 astéroïdes qui peuvent entrer en collision avec Rama. Quelque temps plus tard, la scène change pour l'équipe du groupe de travail. Ils étudient les astéroïdes qui pourraient entrer en collision avec Rama ou la Terre. Charlotte précise qu'elle ne pense pas avoir de problème majeur pour résoudre l'affaire. Le protagoniste s'attendait à cette réponse évidente. Charlotte répond qu'elle a déjà un plan en tête. Chelsea demande si elle a l'intention de dévier l'astéroïde avec des missiles. La femme révèle que c'est le cas et ajoute que c'est la solution la plus sûre et la plus économique. Cependant, le protagoniste répond qu'un impact nucléaire ne sera pas suffisant. Charlotte demande quel est son plan. Alors Kilsu dit que le plus probable maintenant est d'installer des moteurs à propulsion thermonucléaire à la surface de Rama et de le repousser loin de la Terre. Charlotte convient que ce plan est meilleur, mais qu'il aurait un coût élevé et qu'il serait difficile d'installer des moteurs thermonucléaires sur toutes les fusées. Le protagoniste répond que il a entendu dire que le groupe de travail a reçu beaucoup de ressources. Charlotte répond qu'il y a toujours le coût de la maintenance. Kilsu demande si elle se soucie vraiment du coût de la maintenance. Alors que l'humanité est en danger, la femme commence à s'énerver et accuse le protagoniste d'exagérer. Mais il continue de défendre sa théorie. Alors Charlotte dit à voix haute qu'elle n'a pas besoin de moteur thermonucléaire et qu'elle utilisera plutôt des missiles. Audrey se rend compte que la femme ne veut pas écouter leur idée et demande si dès le début, elle n'a pas envisagé les moteurs thermonucléaires comme solution. Charlotte répond qu'elle y a pensé, mais que dans la situation actuelle, il est impossible de suivre ce plan. Le protagoniste baisse la tête, réalisant que Charlotte a raison, mais que les missiles ne seront jamais la solution. Le protagoniste sait que s'il dit que l'astéroïde se dirige vers la Terre, il finira par être traité de fou, il doit donc penser à un autre plan. À ce moment-là, Charlotte tourne le dos à l'équipe en disant que la décision lui appartiendra, puisqu'elle est la seule ici spécialisée dans les astéroïdes. Elle dit aussi qu'elle n'a pas invité le protagoniste et Audrey pour élaborer des plans. Ils ne sont là que pour parler des moteurs. Elle se sent également frustrée de ne rien pouvoir faire pour la deuxième fois, mais il n'est pas prêt à abandonner. À cet instant, Charlotte demande si le protagoniste a des objections. Il reste silencieux. Pendant ce temps, la femme ne peut que penser qu'elle ne l'a accepté dans cette pièce que parce que le patron, Smilov, l'a demandé. Comme elle n'entend aucune réponse, Charlotte met fin à la réunion et décide de partir avec son équipe. Audrey lui demande d'attendre. Le protagoniste prend enfin son courage à deux mains et dit que Rama ne se dirige pas vers une ceinture d'astéroïdes. Il finit par laisser tomber les feuilles par terre, tout en disant que Rama changera de trajectoire et que sa destination finale sera la Terre. Kiyosu a décidé de tout risquer en disant la vérité, car il n'avait pas d'autre option. Il se regarde pendant quelques secondes. Charlotte rompt le silence et demande s'il a la moindre preuve de ce qu'il avance. Keolsu regarde la femme, et elle continue de répéter la même question. Il avoue qu'il n'a aucune preuve, et Charlotte demande avec de la haine dans la voix s'il pense que tout le monde va croire ses paroles. Elle commence à accuser Keolsu de vouloir attirer l'attention, alors que tout le monde ici est préoccupé par la sécurité de la Terre. Charlotte lui dit aussi de contrôler un peu son ego. Après cela, elle a ordonné au protagoniste de ne plus jamais s'approcher d'une réunion du groupe de travail. Audrey a l'air effrayée par ce qui vient de se passer. Elle s'inquiète pour le protagoniste, et quand elle le regarde, elle se rend compte qu'il tremble. Kiyosu n'a pas renoncé à convaincre les gens au sujet de Rama. Il est juste perdu quant à la manière de s'y prendre. Peut-être que parler d'une apocalypse devrait suffire. Audrey a l'air effrayée par Kilsu. Un peu plus tard dans la journée, le protagoniste décide de boire dans un bar pour oublier ce qui s'est passé quelques heures plus tôt. À ce moment-là, un homme lui tend la carte du magazine. Il se présente comme Oliver Townshend, un journaliste pour le magazine. Oliver a reçu un appel du protagoniste pour le rencontrer dans ce bar. Il précise que son magazine n'est pas scientifique, mais qu'il est impatient de savoir pourquoi un membre de la conférence sur le développement spatial l'a appelé ici. Kilsu boit tout son verre et répond qu'Oliver n'a pas à s'inquiéter, car tout le monde sera intéressé par ce qu'il va raconter. Quelques jours plus tard,
Le protagoniste se fait frapper au visage avec des magazines. Quelqu'un hurle, lui demandant s'il est devenu fou. Ki-Su a fait la une des journaux après cette interview où il a déclaré que la Terre est menacée par quelque chose appelé l'astéroïde Rama. Le magazine a également précisé que ce commentaire provenait du membre de la Conférence internationale sur le développement spatial. Le protagoniste a affirmé à chaque instant que la Terre sera détruite s'ils ne font rien. Malheureusement, ce magazine est parvenu au chef Smilov et il a été agacé par les paroles du protagoniste. L'homme l'a accusé d'être devenu fou et d'avoir divulgué diverses informations internes de la conférence sur le développement spatial. Le protagoniste s'excuse et dit que ce n'était pas son intention, mais Smilov répond que ça n'a pas d'importance. Parce que maintenant, il a terni la réputation de l'organisation. Les autres employés entendent le patron crier à l'extérieur de la pièce. Ki-Su commence à ranger ses affaires après avoir été renvoyé. À ce moment-là, Audrey fait irruption dans la pièce et demande au protagoniste si le journaliste a sorti ses propos de leur contexte. Elle est sûre que le magazine a écrit ces bêtises pour se faire de la publicité au détriment de leur organisation. Ki-Su la regarde et répond que rien n'a été sorti de son contexte. Il avoue qu'il a fait l'interview en sachant exactement ce qui apparaîtrait dans les articles. Audrey est surprise et lui demande pourquoi il a fait ça. Ki-Su lui tourne le dos et marche dans la direction opposée. Elle court après lui et lui demande ce qu'il va faire maintenant. Le protagoniste répond qu'il va profiter de son temps libre pour parler au monde de la menace que représente Rama. Audrey ne croit pas qu'il donnera d'autres interviews. Chelsea dit qu'il a bien l'intention de le faire. Elle lui rappelle que l'organisation peut le poursuivre en justice. Le protagoniste répond qu'il y a une chance. La jeune fille le regarde tristement partir et lui demande si elle peut faire quelque chose pour lui. Il entre également dans l'ascenseur et répond qu'elle ne peut rien faire. La scène change pour quelques jours plus tard. Une femme nommée Evelyn présente son talk show. Elle présente l'invité spécial du jour, qui est en tête des principales actualités de la semaine. La caméra passe sur le protagoniste et Evelyn le présente comme le scientifique en chef de l'équipe des moteurs nucléaires à l'Organisation de développement spatial. Ki-Su corrige la présentation en disant qu'il est maintenant un ancien chef d'équipe. Evelyn poursuit l'interview et demande s'il est là pour parler d'une race extraterrestre tenue secrète par l'organisation spatiale. Ki-Su répond qu'il ne s'agit pas d'une civilisation extraterrestre. Il veut parler de l'astéroïde Rama. Le protagoniste essaie d'avertir du danger de Rama qui se dirige vers la Terre. Evelyn dramatise la situation en demandant s'il y a une chance qu'il nous percute. Ki-Su répond que oui. La présentatrice demande d'un air moqueur ce qu'un expert en moteur comprend aux astéroïdes et exige des preuves. Ki-Su convient qu'il n'est pas un expert en astronomie, mais qu'il peut tout de même faire des projections basées sur des données préexistantes. Le protagoniste raconte comment il a utilisé certaines données scientifiques pour arriver à cette conclusion. Le public ne comprend rien à ce qu'il dit. Le caméraman semble perdu lui aussi. Même Evelyn se sent somnolente au milieu de l'explication. Soudain, un scientifique intervient dans l'émission et dit directement au protagoniste qu'il ne comprend pas son raisonnement. Ki-Su essaie de s'expliquer, mais l'homme insiste sur le fait qu'il n'existe actuellement aucun instrument d'optique capable de donner une image claire de quelque chose d'aussi lointain. Le protagoniste sait que cet homme a raison. Il sait que Rama se dirige vers la Terre uniquement parce qu'il a déjà vécu le futur 2 fois. Le scientifique demande si Ki-Su a au moins des calculs qui soutiennent son affirmation. Tout le monde attend une réponse du protagoniste, mais il n'a vraiment rien à présenter. L'interview se termine finalement. Le caméraman remercie Ki-Su pour sa présence. Puis il parle à Evelyn, et elle demande si ce type a vraiment travaillé pour l'organisation spatiale. Elle avoue qu'elle n'a absolument rien compris à ses explications. Le caméraman est d'accord pour dire que ça semblait délirant. Mais il pense que le protagoniste s'en sortirait bien s'il choisissait de devenir auteur de livres. Au lieu d'un scientifique, c'est Ki-Su qui arrive sur le parking, totalement épuisé. Il monte dans la voiture, sachant qu'il a de nouveau échoué à avertir les gens du danger de Rama. Le protagoniste ne sait plus quoi faire. Soudain, son téléphone portable se met à sonner. Ki-Su décide de ne pas répondre car il est certain que c'est Smilov. Il pose le téléphone portable sur la banquette arrière de la voiture, sans se rendre compte que c'était en fait Audrey à l'appareil. Soudain, son attention est attirée par des hommes qui ont encerclé la voiture. Un des gardes sort le téléphone et dit que Smilov veut lui dire certaines choses. Le protagoniste est forcé d'écouter les insultes de son ancien patron. Smilov dit qu'il est vraiment devenu fou.
et qu'il n'arrête pas de raconter les mêmes bêtises à la télévision. L'homme est sur le point de dire qu'il va le poursuivre en justice quand il est interrompu. Le protagoniste dit que Rama a déjà changé de trajectoire et qu'il ferait mieux de garder l'œil ouvert. Il ajoute que les missiles ne fonctionneront pas. Les systèmes de propulsion sont la seule solution. Smilov est agacé qu'il continue de dire ça. Le protagoniste n'abandonne pas et dit que la seule façon de survivre est de concentrer les ressources sur le développement de systèmes de propulsion. L'ancien patron répond qu'il en a marre de ses bêtises et lui fait comprendre que l'organisation va le poursuivre en justice. Le protagoniste utilise les dernières secondes qui lui restent au téléphone pour leur dire ce qu'ils doivent faire concernant l'astéroïde. Smilov raccroche l'appel et jette le téléphone portable. L'homme rougit de colère et regarde une image de Kilsu sur l'ordinateur de l'entreprise. Il se demande comment un idiot peut connaître la trajectoire d'un astéroïde. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte du patron. Smilov maudit l'employé et dit qu'il ne veut pas entendre de bêtises sur les astéroïdes. Soudain, un homme apparaît derrière le jeune homme et dit qu'il est venu parler précisément de ça. Smilov baisse la voix immédiatement, quand il se rend compte que c'est le directeur Daniel. Le directeur interrompt ses excuses et dit que le calcul final de l'orbite de Rama est terminé. Rama se dirige vraiment vers la Terre. La scène change pour quelques heures plus tard. L'organisation spatiale. L'ascenseur s'ouvre. Et les employés regardent, choqués, le nouvel invité. Audrey est la seule à être heureuse. Le protagoniste salue tout le monde et se présente comme le nouveau chef de l'équipe de défense contre les astéroïdes. Après quelques jours de travail, la presse fait une retransmission en direct devant le centre spatial de Touteville. Le reporter rapporte que la conférence sur le développement spatial a annoncé que, à 10 heures du soir, la fusée sera lancée. De nombreuses personnes curieuses sont déjà sur place. Le projet s'appelle Atlas et est dirigé par Kilsu. Il vise à lancer un total de 30 fusées et à se poser à la surface de l'astéroïde. Les fusées utiliseront leur élan pour pousser l'astéroïde loin de la Terre. Aujourd'hui, 10 fusées seront lancées. Mais l'Organisation internationale pour le développement spatial a l'intention de lancer les 20 autres, desquelles seront prêtes. Le prochain lancement aura lieu dans 3 semaines. Et le dernier aura lieu dans 6 semaines. Le journaliste a demandé au reporter pourquoi il y aura 3 lancements distincts au lieu de les lancer tous en même temps. Le reporter répond que c'est à cause de la forme déformée et allongée de Rama. Chaque fusée utilisera un mécanisme d'atterrissage spécial pour se poser en divers points de l'astéroïde. Le journaliste fait l'éloge de la méthode créée. Quelques heures passent et le moment arrive enfin, celui de l'envoi de la première fusée. Un compte à rebours commence à la base. Les ingénieurs font décoller la fusée. Tandis que les experts suivent le vol, les moteurs semblent parfaits. Et la fusée a quitté la Terre avec succès. Kilsu et Audrey suivent le voyage à travers les caméras. Le lendemain, Audrey se réjouit que les 10 fusées aient été lancées avec succès. Mais comme nous pouvons le voir, Kilsu n'a pas le temps de parler. Il dit à quelqu'un au téléphone que la 13e fusée est bizarre. Il semble qu'il y ait un problème avec la valve L3. Ou N1, il demande donc à l'ingénieur de remplacer les 2 valves. Car la fusée doit être en parfait état pour le prochain lancement. L'ingénieur pense que c'est un détail insignifiant. Le protagoniste crie, demandant si ce type est fou. S'il y a la moindre erreur, la fusée explosera dans l'atmosphère. Et les dégâts seront dévastateurs. L'ingénieur essaie de discuter. Mais Kilsu perd patience et le renvoie. Maintenant, le protagoniste réalise enfin que ce que Taki avait dit à propos de ses experts était vrai. Peut-être que ce serait mieux si son ami était là. Maintenant, le protagoniste se souvient de leur dernière dispute dans sa vie antérieure et décide qu'il ira seul à ce moment-là. Il remarque enfin Audrey dans un coin de la pièce et lui demande s'il s'est passé quelque chose. L'humeur de la jeune femme a déjà changé et elle se contente de répéter l'information concernant le lancement réussi des 10 fusées. Kilsu répond vaguement que c'est une bonne chose tout en vérifiant l'heure. Et lui demande si elle a autre chose à dire. La jeune femme répond que non. Le protagoniste la remercie alors pour son travail et lui dit qu'elle peut partir maintenant. Puis son téléphone sonne et il répond à l'appel. Audrey regarde tristement Kilsu et quitte la pièce. 3 semaines plus tard, le 2e lancement a lieu. Kilsu et Audrey regardent déjà les caméras, tandis que le directeur garde les yeux fixés sur le protagoniste. On les informe que l'atterrissage a réussi,
Maintenant le système de propulsion 10 sera fixé en place. L'ordre est donné de commencer le forage, le visage du protagoniste n'a pas l'air bien du tout. Et Audrey le remarque, elle dit que la mission se déroule bien. Et que ce serait peut-être mieux pour lui de rentrer se reposer, Khulsu répond que ce ne sera pas nécessaire. La jeune femme essaie de dire qu'il est la pièce maîtresse de la mission. Et que ce serait mauvais s'il tombait malade, mais le protagoniste continue de regarder la retransmission en direct. Tout en disant qu'ils ne peuvent commettre aucune erreur à ce moment-là. Le dernier projectile est fixé sur l'astéroïde, Audrey serre le protagoniste dans ses bras et célèbre. Les autres employés sautent de joie, finalement un sourire apparaît sur le visage du protagoniste. Il ne reste plus qu'à utiliser le système de propulsion, quand soudain une mauvaise nouvelle arrive. Les employés signalent qu'il y a une erreur avec l'Atlas R10. La force gravitationnelle sur le côté est plus forte que ce qu'ils avaient prévu. Le protagoniste demande s'il y a des zones similaires près des sites d'atterrissage des autres systèmes de propulsion. L'ingénieur répond que non. Audrey analyse la transmission et dit qu'elle n'est pas sûre qu'il soit possible de retirer l'Atlas. Et de le faire atterrir ailleurs, il pourrait glisser et tomber. La raison de l'erreur est que la fusée a atterri sur la surface de l'astéroïde. Rama, qui est plus escarpé qu'il ne le pensait, Audrey réfléchit à une solution. À ce moment-là, les experts se mettent à crier qu'un autre problème est survenu. Le protagoniste demande, inquiet, ce que c'est, mais tout le monde reste silencieux. Il crie à nouveau, demandant ce qui s'est passé et on l'informe que la base a perdu le signal. Avec 3 fusées, la RDR Cigaro 5 et la R06. Le sol sous eux s'est tout simplement effondré. Audrey demande à Skird s'ils ont manqué 3 fusées. À ce moment-là, la vision du protagoniste s'assombrit et il tombe au sol, évanoui. Quelque temps plus tard, le garçon reprend enfin conscience. Audrey court vers lui, lui demandant si tout va bien. Le protagoniste se souvient avec difficulté de ce qui s'est passé avant que tout ne devienne noir. Il essaie de parler, et Audrey sort de la pièce en courant, informant tout le monde que le garçon s'est réveillé. Les employés de l'organisation apparaissent. Smilov commence à blâmer le protagoniste pour l'échec et dit qu'il a toujours su que c'était un fou. Les autres sont d'accord avec le patron et disent qu'ils n'auraient pas dû croire qu'il sût. Ce n'est pas ce qu'Audrey voulait qu'il se passe. À cet instant, le directeur Daniel exige que tout le monde se taise et dit que ce n'est pas le moment de chercher des coupables. Khulsu regarde le directeur et reçoit la terrible nouvelle. Daniel annonce que, malheureusement, le projet Atlas a échoué. Le protagoniste sent un frisson lui parcourir l'échine. Le directeur repousse les employés et dit que c'est peut-être décevant, mais qu'il n'a jamais eu de grands espoirs. Le directeur ajoute que même ainsi, il ne dira pas au public que le projet a échoué. L'agitation du public ne fera qu'entraver le plan d'évacuation de l'organisation. Le protagoniste demande ce qu'il entend par plan d'évacuation. Le directeur lui demande s'il pensait vraiment qu'il avait le destin de l'humanité entre ses mains. Daniel avoue que l'organisation a préparé les meilleurs plans alternatifs depuis la découverte de l'astéroïde Rama. Khulsu garde la tête baissée en se demandant lequel. C'est le plan B. Il réalise que l'organisation a menti quand elle a dit qu'elle ne pouvait plus financer les tests de moteur. Probablement, l'argent était destiné au plan d'évacuation. Le directeur dit que maintenant que le plan Atlas a échoué, ils veulent confier le plan d'évacuation, appelé Noé, au protagoniste. Daniel dit qu'il est sûr qu'un homme de talent comme Khulsu peut prendre les choses en main et assurer le succès du projet. Le directeur attend une réponse. Les autres employés sont bouche bée, réalisant que le protagoniste a été choisi pour diriger le projet Noé. Quelques semaines plus tard, la scène se déplace à la base spatiale de Fort David. La phase finale du projet Noé est lancée. Les scientifiques commencent à monter dans le vaisseau, le protagoniste regarde sans aucune réaction au plan B. Audrey est déjà dans la tenue appropriée et lui demande s'il ne viendra vraiment pas. Khulsu répond que sa santé ne s'est pas encore améliorée, la jeune femme dit qu'elle a besoin de lui. Le projet Atlas ainsi que le projet Noé n'ont été possibles que grâce à lui. Le protagoniste répond calmement qu'Audrey sera là avec les autres scientifiques. Donc il est certain que cela fonctionnera. En réalité, le protagoniste est frustré que son plan ait échoué. À ce moment-là, Audrey commence à le traiter de menteur. Elle hurle que le protagoniste ne peut faire confiance à personne, c'est pourquoi il agit toujours seul. Audrey lui demande s'il se croit si exceptionnel qu'il ne veut pas aller dans l'espace avec eux. Elle décide qu'elle n'ira pas non plus, puisque le chef du projet refuse d'y aller. Audrey jette l'équipement par terre pendant que Khulsu essaie de la calmer.
Il dit que si elle n'y va pas, il n'y aura personne pour gérer le moteur du vaisseau. Audrey hurle qu'elle s'en fiche, mais il suffit que le protagoniste lui prenne la main pour qu'elle se mette à pleurer. Audrey dit qu'elle est fatiguée de le voir se blâmer pour l'échec d'Atlas. Elle ajoute qu'elle a travaillé avec lui pendant de nombreuses années et ne l'a jamais vu abandonner comme ça auparavant. Elle prend aussi une profonde inspiration et avoue qu'il n'est pas en train d'abandonner. En fait, il a une raison de rester. La jeune femme lui demande de quoi il s'agit, et il reste silencieux. Audrey ne peut retenir ses larmes et demande pourquoi elle est la seule à être triste à cause de tout ça. À ce moment-là, elle reçoit un appel lui disant qu'elle doit monter à bord du vaisseau maintenant. Keolsu la regarde et lui promet qu'il la reverra. Audrey demande s'il a l'intention de le faire après que tout le monde ait été exterminé. Le protagoniste lui tient la main en disant que ça n'a pas d'importance, qu'ils se reverront un jour. Audrey comprend que ce sont des adieux. Alors lors de leur dernière conversation, elle demande au protagoniste de lui faire confiance dans une prochaine vie. Après cela, Audrey est montée dans le vaisseau qui a décollé. Quelque temps plus tard, Keolsu décide que cette fois, c'est la fin. Sur une place publique, il ouvre la canette de soda en disant adieu à sa troisième chance. L'astéroïde frappe la Terre pour la troisième fois, et tout redevient noir. Quelques instants plus tard, le protagoniste ouvre les yeux et se retrouve à nouveau dans son passé. Dehors, sa mère lui demande de se lever car c'est bientôt l'heure d'aller à l'école. Quelques années plus tard, Keolsu observe les étudiants s'amuser pendant leur pause scolaire. Il a compris que détecter l'astéroïde à l'avance ou prédire correctement sa trajectoire n'empêchera pas la catastrophe. Les progrès dans la technologie des moteurs ne feront également aucune différence. Cette fois, le protagoniste se sent plus perdu que jamais, car toutes les fois précédentes, il a essayé quelque chose de différent et a échoué. Keolsu a déjà appris qu'il ne peut pas compter sur Takyung en cas de coup dur. À ce moment-là, l'image d'Audrey apparaît dans sa tête. Au dernier moment de la jeune fille, elle lui a demandé de lui faire confiance au cas où il se reverrait. Soudain, le protagoniste est tiré de ses pensées par une voix qui lui demande s'il n'étudie pas la technologie. Keolsu est surpris et se rend compte que Takyung est en colère. Le garçon n'arrête pas de demander s'il a abandonné l'étude de la technologie. Le protagoniste regarde en direction des livres universitaires et dit qu'il a abandonné. Il pense que ça n'a plus de sens d'étudier les moteurs. Takyung n'arrive pas à y croire, mais Keolsu dit qu'il a vraiment abandonné parce qu'il a perdu tout intérêt. Un silence gênant s'installe dans l'air. Le protagoniste se demande si c'était si évident qu'il mentait. Takyung demande avec colère si après avoir volé la technologie de quelqu'un d'autre, il va abandonner à mi-chemin juste parce qu'il ne trouve plus ça amusant. Keolsu demande, confus, comment il aurait pu voler sa technologie. Si Takyung avait abandonné de travailler dessus parce qu'il préférait devenir un joueur professionnel. Le garçon essaie d'argumenter, mais se rend compte qu'il a vraiment tort. Takyung s'assoit alors sur la chaise et dit que la technologie signifie le meilleur, puis il se désigne lui-même et dit qu'il est le meilleur. Le protagoniste dit qu'il n'a rien compris à la comparaison. Le garçon répond que cela signifie qu'il est le meilleur. Il demande aussi si Takyung s'est senti menacé par lui. Le garçon avoue que c'est exactement ça et accuse le protagoniste d'être lent à la détente. Il explique que Keolsu étudiait la technologie à un rythme si effrayant qu'il a senti qu'il ne pourrait jamais le rattraper. Takyung dit que chaque fois qu'il regardait le protagoniste, il réalisait qu'il était devant lui, devenant tout ce dont il avait rêvé. Takyung a créé plusieurs images du protagoniste dans sa tête où il était complètement cruel. Keolsu fait un résumé de tout ce qu'il a entendu et se décourage. Il se rend compte que Takyung a abandonné son rêve car il ne se contenterait jamais d'être le deuxième meilleur. C'est la raison pour laquelle le garçon a décidé de devenir un joueur professionnel. Taku était sûr qu'il serait le meilleur dans ce domaine. Le garçon confirme sa ligne de pensée. Cela fait aussi comprendre au protagoniste que son camarade de classe retournera étudier les moteurs simplement parce qu'il a abandonné. TK répond que penser à la fabrication de moteurs lui a manqué. Le protagoniste baisse la tête de frustration en pensant à quel point ce type est stupide. Taku continue de célébrer sa victoire. Chelsea dit qu'il lui laissera cette affaire. Soudain, les deux sont interrompus par un cri de femme. Une fille aux cheveux roux demande plus de temps pour payer sa dette. Mais la fille aux cheveux noirs dit qu'elle lui a déjà donné assez de temps. Elle dit donc à la fille d'arrêter de fuir et de lui remettre son argent. Le protagoniste reconnaît la fille aux cheveux noirs comme étant Yumigon. La scène retourne dans le passé.
lorsque le professeur a souhaité la bienvenue pour le premier jour du nouveau semestre. Puis a appelé Yumi pour qu'elle se présente. Yumi a été directe et a dit que son rêve était de devenir la personne la plus riche de la planète. Elle a déjà quelques investissements et propose également des prêts, alors elle prévient tous les élèves que s'ils ont besoin d'argent, il leur suffit de lui parler. Le prêt est à environ 1,5% d'intérêt par mois. La fille précise bien que s'il n'effectue pas les paiements à temps, elle récupérera cet argent d'une manière ou d'une autre. Cette déclaration a laissé tous les élèves sous le choc. Le professeur essaie de mettre fin à la présentation le plus vite possible, mais Yumi continue. Elle se dirige vers le tableau pour expliquer comment fonctionne un relevé de prêt. Le professeur dit qu'elle n'a pas besoin de faire ça et lui demande de retourner à sa place. C'est ce jour-là que le protagoniste a découvert l'existence de Yumi. Et a également appris que tout le monde dans cette école la trouvait désagréable. Certaines rumeurs disaient qu'elle forçait les débiteurs à travailler pour elle. D'autres disaient qu'elle poursuivait les gens en justice pour ne pas avoir remboursé leurs prêts, mais il y avait une rumeur sur Yumi qui effrayait tout le monde. On disait qu'elle marquait les débiteurs et qu'ils se retrouvaient avec un mauvais dossier de crédit pour le reste de leur vie. La scène revient au moment présent. Et les élèves se sont approchés des filles qui se disputaient. La fille aux cheveux roux s'appelle Sami, et il semble qu'elle ait besoin de quelques jours de plus pour payer Yumi. Les élèves lui conseillent de le faire rapidement, car Yumi n'a pas l'air gentil du tout. Sami se contente de lui tourner le dos et de partir, persuadé que les rumeurs sur Yumi sont fausses. Après tout, Yumi n'est aussi qu'une élève mineure, alors. C'était ridicule qu'elle puisse réellement les punir comme elle l'avait dit. Il semble que Sami avait raison. Car après que tout le monde soit parti, Yumi baisse tristement la tête. Le protagoniste pensait aussi que ces rumeurs étaient finalement exagérées. Dans la classe, Kyozu et Taku étaient responsables du nettoyage de la salle et d'apporter les devoirs de mathématiques dans la salle des professeurs. Mais Taku a laissé le protagoniste tout gérer tout seul. Soudain, alors qu'il descend également, il entend quelqu'un crier qu'elle paiera pour cette ordure. Yumi dit à Sami qu'elle a aussi des dettes à payer et qu'elle ne peut pas laisser passer ce jour. De plus, elle avait promis de rembourser la totalité du prêt en une seule fois. Le protagoniste se cache derrière le mur après avoir entendu l'agitation. Il doit utiliser ce couloir pour se rendre à la salle des professeurs. Mais il ne veut pas passer devant les filles, c'est pourquoi il préfère attendre que tout soit terminé pour y aller. Yumi a crié sur la fille aux cheveux roux qui, pendant tout ce temps, l'observait pour savoir qui elle est vraiment. Sami répond que c'est elle qui s'est trompée sur sa personnalité depuis le début. Les amis de Sami commencent à dire qu'elles en ont assez de cette dispute tous les jours. La fille profite de la présence de ses amis et décide de faire une scène. Elle se met à pleurer et demande si Yumi l'a déjà considérée comme une amie. Les filles commencent à réconforter Sami. Yumi regarde les filles sans aucune émotion sur son visage et dit que ses amis doivent tenir leurs promesses, puis exige que Sami arrête de faire semblant de pleurer et lui rende son argent. C'est sa dernière demande. Sami essuie ses larmes et demande si c'est le dernier avertissement, car elle a l'intention d'appeler ses parents. Yumi répond qu'elle va simplement la poursuivre en justice. La fille se lève, choquée, et crie, demandant si elle va vraiment le faire. Yumi montre le contrat qu'elles ont passé et dit que le temps est écoulé. Sami n'arrive pas à croire que cette fille va faire ça. Yumi dit qu'elle a vraiment pensé à appeler ses parents. Mais elle sait que cela ne mènera à rien car les parents doivent avoir la même attitude que Sami. C'est pourquoi intenter un procès devient le moyen le plus simple. Sami est incrédule face à ces paroles et accuse Yumi d'offenser ses parents. La fille aux cheveux noirs dit qu'elle veut juste récupérer son argent. À ce moment-là, Sami lève la main pour la frapper. Le protagoniste suit la dispute et n'ose pas quitter sa cachette. Yumi dit froidement que la fille peut la frapper au visage autant de fois qu'elle le veut. Il faut juste être prête à en payer le prix. Après tout, on peut simplement la dénoncer pour agression. Et Sami recevra une suspension sur son dossier scolaire. La fille aux cheveux rouges réalise qu'elle sortira vraiment perdante de cette histoire. Alors elle baisse le bras et crie qu'elle va payer, puis demande si ses amis peuvent lui prêter un peu d'argent. Les filles acceptent, et Sami jette l'argent au visage de Yumi. Elle dit qu'après ça, elle ne veut plus entendre parler de cette fille. Marchant avec elle, Sami quitte le couloir avec ses amis. Après avoir enfin été payé, Yumi prend une profonde inspiration et commence à ramasser tout l'argent. Les billets qui sont par terre. Un coup de vent passe et emporte quelques billets plus loin. La fille continue de ramasser l'argent et trouve le protagoniste qui se cache. Les deux se regardent fixement un instant. Il semble que la fille allait dire quelque chose.
Mais elle a décidé de se taire. Il lui conseille aussi d'être plus amicale la prochaine fois. Car si elle continue comme ça, elle aura des problèmes. Yumi demande ce que ça peut bien lui faire, et le protagoniste répond que rien. Mais c'est affligeant de regarder cette scène. Yumi dit qu'elle fait simplement les choses à sa manière. Elle ajoute qu'elle sait que le protagoniste ne la comprend pas, lui qui passe chaque instant qu'il peut. La tête plongée dans un livre, alors la fille lui fait bien comprendre qu'elle n'accepte de conseils que de la part de ceux qui ont des compétences sociales. Après avoir dit cela, la fille s'en va. Au moment où elle refuse son conseil, le protagoniste a un bref souvenir d'Audrey, où elle dit être prête à l'aider, et où il refuse son aide. Kilsu se demande qui est cette femme qui apparaît toujours dans son esprit. Cette fois-ci, le garçon est retourné dans le passé sans beaucoup d'informations de sa vie antérieure. Il ne se souvient donc pas d'Audrey. Le jour suivant arrive. Sami déforme un peu ce qui s'est passé lors de sa rencontre avec Yumi. Les camarades de classe qui écoutent l'histoire sont effrayés. Ils demandent si Yumi a vraiment menacé de poursuivre ses parents en justice. Sami répond que oui. Et dit que ses amis ont tout vu, Mai et Eiji en confirment l'histoire. La fille fait son cinéma comme d'habitude, et Yumi écoute depuis un coin de la pièce. Tout le monde chuchote à son sujet, les filles relancent ces rumeurs, selon lesquelles elle forcerait les débiteurs à travailler et leur ferait payer des intérêts très élevés. Yumi se lève et regarde les filles, elle préfère quitter la pièce. Les amis de Sami commentent que Yumi est en colère, même si c'est elle qui est en tort. Le protagoniste garde la tête baissée, écoutant les filles se moquer de Yumi. À ce moment-là, un autre souvenir du passé envahit son esprit. Le protagoniste a des flashbacks du moment où les employés de l'organisation se moquaient de lui. Et le traitaient de fou, le garçon ne comprend pas très bien ce que cela signifie. Car il ne se souvient pas de ces gens, mais il se concentre sur ce qui se passe maintenant. Le protagoniste quitte la pièce et cherche Yumi, la fille pleure près de l'ascenseur. Elle remarque le protagoniste qui s'approche et lui dit que elle ne veut pas qu'il ait pitié d'elle, mais que s'il veut la réconforter, il peut lui offrir de l'argent. Le protagoniste répond qu'il n'est pas là pour la réconforter. La fille se tourne vers lui, attendant une réponse. Le protagoniste dit qu'il est venu lui proposer une solution à son problème. Elle lui demande rapidement pourquoi il fait ça. Lui non plus n'a pas encore tous les souvenirs de son passé, mais d'après les flashbacks, on peut voir qu'il a été victime de fausses rumeurs. Il essaie donc de l'aider à cause de ce qu'il a subi, mais il sait qu'il ne peut pas lui dire ça. À ce moment-là, le protagoniste ment, en disant qu'il l'aide. Parce qu'il ne peut pas se concentrer sur ses études quand l'ambiance dans la classe est comme ça. Cette réponse fait éclater de rire la jeune fille, elle détourne le visage. Incapable de retenir son rire. Le protagoniste est surpris. Car il ne pensait pas que la fille savait rire, Yumi prend une grande inspiration. Et demande quelle sera la solution. Le protagoniste commence à expliquer. Le lendemain, la cloche sonne et les élèves commencent à quitter la salle. Le protagoniste regarde droit devant lui. Et Yumi fait un signe OK avec sa main. À ce moment-là, leur plan à tous les deux commence. Le protagoniste va voir la fille et lui demande à voix haute si elle prête toujours de l'argent. Les élèves les regardent pour suivre la conversation. Yumi répond joyeusement qu'elle peut lui prêter de l'argent. Et demande de combien il a besoin. Shilsu demande 2001. Pour aller dans un cybercafé après les cours. Il promet de rembourser demain. Soudain, Yumi se met à rire et demande s'il ne demande vraiment que 2001. Le protagoniste demande « Il fait des petits prêts ?» Et la fille répond que oui. Pour que ce soit plus de 1001, Yumi sort un contrat, tout en disant que ce sera 1,5% d'intérêt par mois. Shilsu signe rapidement le papier. La scène revient à la veille, lorsque le protagoniste a commencé à élaborer un plan avec Yumi pour redorer sa réputation. Le plan a commencé par un simple prêt de Shilsu. À ce moment-là, Yumi dit à voix haute qu'elle a eu un autre client aujourd'hui, puis elle dit qu'elle va aux toilettes. Les filles la suivent du regard et s'approchent bientôt de Shilsu. Sami demande pourquoi il a fait ça et répète que Yumi est dangereuse. Yumi est cachée derrière la porte, écoutant les filles parler d'elle. Le protagoniste demande quelles sont les rumeurs que les filles ont entendues. Sami explique qu'il a entendu dire que Yumi envoie des gens peu recommandables pour aller recouvrer les dettes de ceux qui ne paient pas à temps. Elle accepte aussi des vêtements et des objets s'ils ne peuvent pas rembourser les dettes. La fille raconte plusieurs rumeurs qu'elle a entendues et dit qu'elle n'a plus confiance en Yumi. Puis il demande au protagoniste d'être prudent. Il répond qu'il comprend mais se demande si ce ne serait pas plus simple de rembourser la dette à temps. Sami répond que de toute façon,
Il sent que quelque chose cloche avec Yumi. Après tout, elle fréquente des gens peu recommandables. Le protagoniste demande si Sami a vu Yumi avec ces gens ou s'il a seulement entendu. Les rumeurs. Sami bégaie en répondant qu'il ne l'a pas vu en personne. John se joint à la conversation et dit que Sami a entendu ça d'un ami qui était avec Yumi à l'école primaire. Sami accepte à contre-cœur. Le protagoniste y voit une bonne occasion de demander à Sami qui est cet ami de l'école primaire. Les trois restent silencieux, ne sachant pas quoi répondre. Sami bégaie, disant qu'il ne se souvient pas du nom de cet ami. Elle ne comprend pas pourquoi le protagoniste pose autant de questions. Puis lui demande pourquoi il défend autant Yumi. Kielsu répond qu'il ne la défend pas. Il s'avère qu'il a entendu des rumeurs différentes à propos de Yumi. Sami demande aussitôt de quelle rumeur il s'agit. Le plan du protagoniste avec Yumi depuis le début était de répandre des rumeurs à son sujet. Tout comme les autres le font déjà. Yumi avait peur qu'il invente de mauvaises choses sur elle comme tous les autres. À ce moment-là, il dit aussi à Sami qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles Yumi serait une personne très gentille. Quand il n'y a pas d'argent en jeu. La vérité est que cette fille accorde tellement de prêts qu'elle a peur de ne jamais être remboursée. Alors elle s'inquiète et réclame ce qui lui revient de droit, mais c'est une personne complètement différente. Quand l'argent n'est pas impliqué. Sami demande, surprise, qui lui a raconté ces rumeurs. Le protagoniste répond qu'il ne s'en souvient plus. La fille demande alors s'il s'attend vraiment à ce qu'elle le croie alors que lui-même ne se souvient pas de qui le lui a dit. C'était la réponse que Kielsu s'attendait à recevoir depuis le début. Pendant l'élaboration du plan, il a dit à Yumi qu'il laisserait des failles dans son histoire. Afin que Yumi sache que le bon moment pour intervenir serait celui qui lui indiquerait. Le protagoniste suit le plan, et à ce moment précis Yumi entre dans la pièce. Elle demande pourquoi on devrait croire aux rumeurs de Sami si elle ne se souvient même pas de qui les lui a racontées. Sami est surprise pendant que le protagoniste fait l'innocent. Yumi demande à la fille d'amener son ami de l'école primaire pour confirmer les rumeurs, mais si elle ne se souvient pas de cet ami, alors il sera plus facile de croire aux rumeurs de Kielsu. Sami réalise que Yumi a raison. À ce moment-là, les autres élèves commencent à commenter que vraiment tout ce qu'ils ont entendu n'est que rumeur. Aucune de ces rumeurs ne s'est concrétisée jusqu'à présent. Soudain, quelqu'un crie, demandant si c'est Sami qui a tout inventé. La fille aux cheveux rouges se désespère et se met à hurler que elle a personnellement été témoin de certains cas. Même ses parents ont été menacés par Yumi. Elle regarde ses amis, espérant qu'elles confirmeront avoir tout vu. Les filles commencent à bégayer tout en confirmant qu'elles étaient bien là. Sami pointe Yumi du doigt, disant qu'elle a des témoins, et lui demande ce qu'elle va faire maintenant. Yumi répond qu'elle l'a effectivement fait et dit qu'elle assume ses erreurs. Contrairement à Sami, qui continue de répandre des rumeurs tout en sachant qu'elles sont fausses. À cet instant, Yumi demande à Jong si elle se souvient des rumeurs qui ont circulé. Qu'elle avait triché à l'examen. Minnie s'est aussi démenée pour expliquer que elle n'avait pas acheté les baskets avec l'argent de la classe. À ce moment-là, Yumi dit que c'était Sami qui propageait toutes ces rumeurs. Toute la classe regarde la fille. Sami devient nerveuse et demande si Yumi a des témoins ou des preuves. Minnie avoue qu'elle se souvient d'avoir entendu Sami dire quelque chose à propos de Jong qui trichait à un examen. Jong décide d'ouvrir la bouche et dit qu'il a aussi entendu Sami accuser Minnie d'acheter des baskets en utilisant l'argent de la classe. Finalement, ses amis ont révélé tout ce qu'elle avait fait ces dernières années. Toutes les rumeurs qu'elle avait inventées. Sami admet qu'elle a vraiment beaucoup menti. Mais il est vrai que Yumi a insulté ses parents. Elle se met à pleurer, essayant de convaincre les gens qu'elle est la victime. Yumi reconnaît qu'elle est allée trop loin. En parlant de ses parents au milieu de la confusion, mais elle ne l'aurait pas fait si Sami avait payé ses dettes. La fille aux cheveux rouges est décontenancée en voyant l'autre fille montrer des émotions pour la première fois. La vérité est que Yumi a aussi tenu à faire son cinéma et a dit qu'elle était vraiment désolée. Pour compléter le spectacle, elle se met à pleurer. À ce moment-là, les élèves prennent le parti de Yumi et accusent Sami de tricherie. Ils disent que la fille a demandé le prêt en sachant déjà qu'elle ne paierait pas. Alors elle a inventé ces rumeurs pour que Yumi passe pour celle qui a tort. Sami ne supporte pas les accusations et sort de la pièce en courant. Le protagoniste ne voulait pas que tout se termine comme ça, mais cette fille a créé des problèmes pour tout le monde et a inventé plusieurs histoires, donc au final, elle méritait ce qui lui arrivait. Yumi est réconfortée par les autres élèves. Elle essuie un peu ses larmes et regarde en arrière, faisant une grimace. Au protagoniste comme pour le remercier de son plan. Quelques heures plus tard,
Le cours s'est terminé et les élèves sont partis. Yumi achète une canette de soda et dit que c'est pour le remercier de son aide. Kelsey regarde la canette et dit qu'elle n'aurait jamais pensé recevoir quelque chose de gratuit de la part de Yumi. La fille répond que elle sait aussi faire des cadeaux aux gens. Après avoir parlé à Yumi, le protagoniste a eu le sentiment de s'être trompé sur son compte. Dans ses souvenirs maintenant, il craint d'avoir aussi embrouillé d'autres personnes. Il réalise aussi que cette fois, il met beaucoup de temps à créer un plan pour sauver le monde, mais au moins il a réussi à aider une nouvelle amie. Contrairement à ses vies précédentes où il ne se souciait que de lui-même. Le protagoniste sent qu'il ne peut vraiment rien faire pour arrêter l'astéroïde. Alors il décide d'utiliser le temps qui lui reste pour aider les gens. Il ouvre la canette de boisson et propose de trinquer. Yumi accepte, et après cela, ils commencent à boire tous les deux. Le protagoniste se souvient rapidement d'une chose et demande pourquoi elle a parlé de toutes les rumeurs répandues par Sami, alors qu'ils avaient convenu de créer un plan. Juste pour prouver que Yumi n'était pas une mauvaise personne, la fille répond qu'elle y a pensé, mais qu'elle voulait que Sami ressente dans sa peau ce qu'elle a souffert. La fille dit aussi qu'elle a utilisé la réputation du protagoniste en tant qu'élève exemplaire pour attirer l'attention des autres élèves. Kyozu est choqué et demande s'il a l'air d'être un élève exemplaire. Yumi répond que oui, mais qu'il est quand même très solitaire. La fille ajoute que l'image qu'elle a du protagoniste est celle d'un lecteur de livres, qui n'a que Taku comme seul ami, ce qui signifie qu'il est un solitaire. Élève exemplaire. Yumi dit aussi que par le passé, elle a été amie avec Sami pendant longtemps, et savait que la fille avait l'habitude de mentir, donc il n'a pas fallu longtemps pour découvrir que toutes ces rumeurs étaient répandues par elle. Le protagoniste est surpris. Et la fille continue en disant qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait un si bon plan. La vérité, c'est que quand il est arrivé en disant qu'il avait une solution, elle a eu envie de le frapper au visage. Kyozu n'en croit pas ses oreilles. Il pense que tout le monde sait bien mieux gérer la situation que lui, qui vit pourtant sa 4e vie. Yumi dit qu'il avait aussi une autre raison d'intervenir dans la situation.